est né un soir d'été, alors que je confiais à Bruno le projet d'artificialisation de nos campagnes et la lutte du collectif. Et de venir présenter des points de repère pour un autre développement pour la sauvegarde de notre territoire s'est organisé. Nous attendions les conclusions de la COP25 afin de faire le point sur les orientations prises par nos différents dirigeants du monde. Et n'empêche que le seul et unique chef d'État qui alerte et invite à un changement radical dans nos comportements face à l'urgence climatique et face à l'ordre actuel du monde, c'est bien le pape François. Bruno, tu es ici aux Olmes, en terre connue. Tu as actuellement des fonctions auprès du pape, tu vis donc au Vatican, et tu as fait le déplacement tout spécialement pour nous. Un grand merci à toi pour ton soutien dans nos démarches. Merci à Anne-Marie Vivier-Merle, Madame la maire des Olmes et ses élus, pour la mise à disposition de la salle des fêtes. Aussi, merci à vous tous, participants, qui avez répondu à notre invitation et qui privilégiez le débat citoyen garant de démocratie à toute autre activité qu'un samedi soir peut offrir. Alors pour commencer, voici une brève présentation du collectif Kikuri. Le collectif s'est constitué le 6 mai 2019 autour d'une vingtaine de personnes, habitants Pontcharrat, Sarcey, Saint-Romain, les zones, Bully, mais aussi Tarare, les Sauvages, Valsonne. Nous étions tous très inquiets de voir de jour en jour disparaître des hectares de terres agricoles sur notre territoire. Nous avions tous la même préoccupation. Quel futur allions-nous laisser à nos enfants? Le 25 octobre, le collectif s'est constitué en association 2001. Il s'appelle Collectif Kikuri, prenons soin de notre territoire, et regroupe aujourd'hui 250 adhérents et des associations locales. L'association a pour objectif de protéger et défendre l'environnement, la terre, l'air et l'eau, protéger et défendre la vie et la santé des êtres vivants, protéger, défendre et améliorer la qualité de vie en milieu rural et périurbain, et surtout proposer et participer à un développement éco-responsable de l'Ouest lyonnais. Le collectif est structuré en groupes de travail, avec en particulier un groupe visant à proposer des alternatives à l'installation des plateformes logistiques. D'autres groupes travaillent sur les thèmes de la santé et l'environnement, le juridique, la communication et la stratégie. Nous tenions aussi à préciser que nous ne sommes pas un collectif d'écolos extrémistes. D'ailleurs, si c'était le cas, je n'en ferais pas partie, tant j'ai encore à apprendre dans mes gestes quotidiens pour atteindre la vraie transition. Et loin de nous aussi l'idée que nous sommes contre la création d'emplois. Là aussi, bon nombre d'entre nous sommes ou avons été touchés de près ou de loin par le chômage. Bien au contraire, notre projet alternatif a l'ambition de créer des emplois stables et compatibles au développement d'un territoire résilient qui permettra de tisser du lien entre toutes les parties prenantes, agriculteurs, élus, commerçants, artisans, entreprises agroalimentaires et citoyens. Vous imaginez bien que nous n'avons pas un projet clé en main, et c'est pour cela que nous organisons ce type de réunion publique, car nous avons besoin de vos propositions et de vos contributions. Nous avons déjà organisé des réunions publiques classiques dans les différentes communes concernées, mais aussi des réunions plus ciblées, comme par exemple le 8 janvier à Sarcey, où nous avons convié nos agriculteurs. Ce soir, on peut peut-être dire que nous avons invité en grande partie le monde des croyants. Demain, ce sera peut-être nos jeunes, une autre fois, les entrepreneurs locaux. Le collectif pourra répondre sur des points plus précis si nécessaire dans le débat qui suivra l'intervention de Bruno-Marie Dufay. Enfin, et je conclurai avec ces mots, nous ne voulons pas, au milieu de nos campagnes, voir s'installer physiquement la mondialisation avec ses entrepôts logistiques démesurés. Nous voulons de la place uniquement
uniquement pour une industrie à taille humaine. Nous voulons voir se développer encore et encore le tourisme vert dans notre belle région, dont le patrimoine est si riche. Et surtout, nous sommes là pour le maintien, l'encouragement et la multiplication de l'activité agricole. Notre territoire doit, si nous nous battons, faire partie du grenier de la métropole. Quelle fierté alors aurions-nous gagné? Je vais laisser la parole à Bruno-Marie Dufay, que bon nombre d'entre nous connaissons. En effet, tes années de prêtrise à Tarare et Saint-Romain, ton engagement auprès du CCFD, ta mission d'aumônier au centre Léon Bérard et ton dévouement corps et âme pour la cause des migrants font que beaucoup d'entre nous, ta parole nous est chère. Ensuite, suivra un débat. N'hésitez pas à poser des questions, faire des remarques, partager vos expériences. Et si vous le désirez, les membres du collectif, experts en la matière, pourront vous montrer précisément où la zone se situe et ce que l'on veut nous imposer. Et nous clôturerons la soirée autour d'un pot de l'amitié. Vous aurez la possibilité, au fond de la salle, d'adhérer à notre collectif, de participer aux frais de la soirée et de signer la pétition. Bonne écoute à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis un peu ému de revenir aux Ormes, parce que c'est le village d'où je suis parti. Et il y aura bientôt 40 ans quand j'ai commencé mes études et ma formation pour devenir prêtre. En passant dans l'église tout à l'heure, je repensais à un certain nombre de moments très forts de la communauté villageoise ici que nous avons vécu, mais pas seulement à l'église, aussi sur la place, dans des occasions multiples. Je suis touché par cette invitation et je vous remercie beaucoup, toi Edith et d'autres qui sont dans la salle, pour cette sollicitation qui me permet, c'est un grand écart parfois, de faire le va-et-vient entre le dicaster, je vais expliquer de quoi il s'agit, pour le développement humain intégral, dont je suis le numéro 2, en collaboration avec un cardinal africain, le cardinal Peter Turkson, qui est le préfet de ce lieu, le président, et les 68 personnes qui y travaillent. Donc ça me permet de faire le grand écart entre ce lieu, qui est un lieu à la fois central et très international, et puis le terrain. Et si la santé me permet, je partirai dans quelques jours en Argentine pour continuer un travail avec des mouvements populaires, des mouvements qui impliquent des jeunes dans la protection de l'environnement. Ce mouvement est coordonné autour d'une belle appellation, Cuidadores de la Casa Común, on dit en espagnol, les soignants ou ceux qui prennent soin de la maison commune. Et donc je passerai une semaine avec eux à Buenos Aires, mais aussi dans d'autres lieux de ce grand pays qu'est l'Argentine. Un va-et-vient, et en même temps je suis un peu dans la réserve, parce que on n'est jamais prophète dans son pays, et du coup intervenir ce soir aux hommes alors que on sait très bien que par définition on se connaît un peu, c'est évidemment pour moi un tout petit peu délicat, mais je le fais avec beaucoup de plaisir, et donc j'ai préparé pour vous une série de réflexions. Comme vous le verrez, ce sont des réflexions un peu de fond, un peu fondamentales, un peu de sens, donner du sens à ces questions que tu viens d'évoquer, Edith, des questions autour du devenir de la Terre, de l'avenir de la Terre, de ce que nous appelons dans nos débats le territoire ou les territoires, le mot territoire impliquant non seulement la réalité de la Terre, mais la mémoire de la Terre, et je vais insister sur ce point ce soir, et la mémoire des habitants, et la mémoire d'une communauté, et puis aussi essayant d'ouvrir à des propositions, non pas tant sur le mode de propositions politiques ou économiques, je ne suis pas économiste, même si je fais de plus en plus d'économie, je me rends compte,
mais plutôt des propositions en termes de devenir de notre maison commune, de notre planète, et comme tu viens de le dire, de soins des générations futures, de soins de ceux qui prendront le relais quand nous-mêmes nous allons avancer en âge. Donc mes réflexions s'appellent l'avenir de la Terre et aussi l'inquiétude de ses habitants, pas seulement des habitants ici, mais de manière générale. Nous vivons un contexte très particulier. Je dirais que c'est la fin d'un temps et sans doute le début d'un nouveau temps, dans lequel nous avons à penser le développement, ou à repenser le développement, ou à penser le développement, la croissance, d'une manière nouvelle. Le lieu d'où je pars, je viens de le dire rapidement, est un lieu situé, un dicaster. Un dicaster au Vatican, c'est l'équivalent d'un ministère. Vous savez que le Vatican est un État, et dans cet État, il y a un certain nombre de services et d'organismes. Et je suis donc le secrétaire général d'un ministère qui s'appelle le Dicaster pour le service du développement humain intégral, qui a été créé donc par le pape François en 2016, en août 2016, et qui regroupe un certain nombre d'anciens services consacrés à l'action humanitaire d'urgence, consacrés à la solidarité et aux droits de l'homme, consacrés à la santé et consacrés aux migrants. C'est donc un champ large qui nous est confié, qu'on peut regrouper autour de cette question du devenir ou de l'avenir de notre terre, de nos activités, de notre développement. Mais c'est évidemment un espace d'accueil, donc nous recevons énormément de délégations diplomatiques, délégations politiques. J'ai reçu récemment encore des représentants d'États européens. Je suis moi-même intervenu au Conseil de l'Europe il y a quelques jours, et à Bruxelles également. Et donc ces missions et aussi ces temps d'échange sont des moments extrêmement riches, comme vous pouvez l'imaginer. Nous recevons également des acteurs de l'économie, des acteurs de l'éducation, des étudiants, des jeunes, beaucoup de jeunes. Nous recevons aussi évidemment des représentants des communautés de l'Église, mais aussi d'autres religions du monde entier. Et nous avons fait il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, une conférence internationale regroupant non seulement les croyants catholiques ou chrétiens, mais également d'autres religions, autour de ce qu'on appelle les SDGs, Sustainable Development Goals, c'est-à-dire les objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies, pour voir comment les religions, et pas simplement une religion, mais les religions participent à cette réflexion aujourd'hui sur le développement. Notre référence est évidemment un texte, donc je vais parler à plusieurs reprises, un texte qu'on a posé ici de manière un peu symbolique. C'est le texte que le pape François a publié en 2015 sur l'écologie, avant la COP 21, donc avant décembre 2015, donc en mai 2015, est paru ce document, qui est un document pour nous de référence, un document de réflexion un peu fondamentale sur ce que devient la Terre, ce que nous devenons, et sur la nécessité d'une réflexion dialoguée, j'insiste sur ce terme, dialoguée, autour de ce que deviennent les écosystèmes, le vivant dans toutes ses manifestations et l'avenir de la vie. Enfin, je pourrais regrouper la mission de ce lieu que je porte un peu jour et nuit avec les 68 personnes qui sont officiers, chargés de mission, responsables de département, autour de quelques verbes. Il s'agit pour nous, et peut-être que ça pourrait être un programme pour votre association, il s'agit pour nous d'accueillir les personnes là où elles sont, là où elles en sont, écouter, comprendre, essayer de comprendre le chemin des personnes, comprendre aussi le chemin et les questions que se posent nos voisins et nos compagnons de route, proposer des points de repère, ce que je vais faire ce soir avec quelques diapositives, et enfin accompagner. Et en disant cela, avec ces quelques verbes, je crois qu'on peut présenter un peu la philosophie dans laquelle l'Église catholique aujourd'hui se positionne, en tout cas dans ses responsables, autour de ces questions d'écologie et d'économie, d'écologie, d'économie et de dialogue social,
d'écologie, d'économie, de dialogue social et de décision politique qui demandent à être prises. Première série de réflexions que je voudrais vous proposer tourne autour de cette question du développement. Et de manière un peu pédagogique, j'ai essayé, en tout cas dans ces réflexions, d'être le plus pédagogique possible, le plus clair possible. J'ai donné comme titre le développement est une idée essentielle qui nous a échappé. Une idée déterminante de notre histoire contemporaine, le développement économique, les activités, le travail, la production, les échanges, le commerce, la production d'objets, la consommation, parfois l'hyperconsommation, je vais y venir. Eh bien, cette idée nous a échappé depuis quelques années. Quand je dis depuis quelques années, on pourrait dire depuis 2 ou 3 générations. Nous sommes tous les enfants d'une révolution industrielle, fin du XIXe siècle et tout le XXe siècle, et nous sommes tous les enfants de révolutions successives, technologiques. Moi, je fais encore partie des gens qui se sont convertis en informatique, et quand on voit les enfants, quand on leur met dans les mains un PC, un petit smartphone ou quelque chose comme ça, il n'y a pas besoin de se convertir, ils sont nés avec. Nous faisons partie de générations qui ont appris à parler d'autres langues. Moi, je travaille en 4 langues en permanence à Rome, mais un certain nombre de jeunes parlent très facilement 2 langues ou 3 langues. Nous faisons partie de personnes qui ont appris à manier des techniques de gestion, des techniques de production. Mais nous nous rendons compte que très vite, ces techniques se renouvellent, sont caduques et nous demandent de nous transformer, de nous changer. Ces révolutions technologiques ont changé notre relation à la nature au sens de l'environnement. C'est clair. Quand je pense aux bancs qui étaient devant la ferme de mes grands-parents, qui n'est pas si vieux que ça, enfin, même si je commence à être vieux, l'environnement de cette ferme dans les monts de la Loire vers Panissière, l'environnement était un environnement complètement différent de ce que l'on peut vivre aujourd'hui dans notre habitat. Je parle du banc parce que c'est le lieu où on s'asseyait le soir. Est-ce qu'on s'assoit encore le soir pour se parler? C'est une question un peu provocatrice, mais qui est intéressante à poser. En tout cas, notre habitat a changé, notre relation à la nature et au temps. Et quand je dis au temps, c'est aux saisons, au rythme de la vie, au jour, à la nuit, au matin, au soir, au dimanche. Là, François insiste beaucoup pour qu'on réhabilite le Shabbat, c'est-à-dire le temps sabbatique, le 7e jour, où on ne travaillerait pas pour pouvoir se rencontrer. C'est intéressant, c'est une idée qui est complètement nouvelle et qui est pourtant très ancienne. Au cœur de ces révolutions, nous pouvons dire que le modèle déterminant a été l'instrumentalisation, la transformation de la terre et des ressources naturelles. Il fallait faire quelque chose, il fallait faire produire la terre. Pas simplement être dans la relation avec la terre pour qu'elle puisse nous nourrir. C'est tout ce qui est apparu dans le dernier synode sur l'Amazonie, où les Amazoniens, c'est pour ça qu'il fallait faire ce synode, il fallait faire cette rencontre à Rome sur l'Amazonie. Personnellement, j'ai eu la chance d'aller au Brésil et de parler avec ces personnes. La relation à la nature et à la terre est évidemment une relation. Elle est quasi affective. On ne travaille pas la terre sans lui parler. On ne travaille pas un arbre, on ne coupe pas un arbre, on ne produit pas un arbre, on ne protège pas un arbre, sans avoir avec lui une relation qui est une relation de proximité. Nous avons, et c'est la définition de la révolution industrielle, transformé les ressources naturelles en instruments pour faire, pour produire. Et évidemment, cela a été de plus en plus une production de biens élaborés, fabriqués, évidemment pour faire une plus grande richesse. Il n'y a pas dans mon propos une critique de cette révolution qui aurait été une révolution immédiatement qui nous appauvrisse. Non, elle nous a enrichis. La question va être de savoir que veut dire être riche, si ça n'est pas être riche ensemble. Si certains sont de plus en plus riches, d'autres de plus en plus pauvres. Voilà la question. C'est la question des inégalités, qui est une question centrale dans le monde aujourd'hui, et qui est l'origine des révoltes sociales à Santiago du Chili, à Hong Kong, à Beyrouth et dans d'autres pays.
Au cœur du développement moderne, donc je veux dire depuis un siècle et demi, on peut dire que nous avons une instrumentalisation du donné, le donné naturel, le donné intellectuel, le donné culturel, c'est-à-dire ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu, nous en avons fait un instrument pour produire. Il s'agit de produire plus et mieux, la production étant ce qu'on appelle le paradigme, c'est-à-dire le modèle majeur de notre pensée. Il faut produire. D'ailleurs, on dit souvent, y compris à l'école, il faut produire. Ça veut dire que nous avons une culture du produire. Je dirais dans un instant qu'il s'agit aussi de produire, mais aussi de protéger. Produire et protéger. Jamais produire sans protéger. Ce sont les deux verbes clés des 2 premiers chapitres de la Bible. Lorsque la création est confiée aux premiers hommes, premières femmes, mais aussi à leurs enfants, il faut produire et procréer, bien sûr, et il faut protéger, sauvegarder le jardin. Et c'est cela qui est au cœur de notre problématique aujourd'hui. Évidemment, la grande question, c'est que cette révolution industrielle est une révolution financière aussi. Et que tous ceux qui mettent de l'argent dans un projet attendent un retour de leur investissement. Et donc nous sommes dans un mouvement, qui est un mouvement permanent, d'investissement et de retour sur investissement. Et si quelqu'un met de l'argent et qu'on lui dit mais peut-être qu'il faudrait se limiter, il va dire non, moi je mets un peu plus d'argent pour gagner plus. Donc il s'agit de penser cela de manière objective et distanciée. Il est clair que nous avons du coup développé notre économie, notre agriculture, nos échanges, notre commerce, notre technologie, c'est-à-dire notre savoir-faire, nos savoir-faire, dans une logique du toujours plus et avec une idée plus ou moins consciente, plus ou moins inconsciente de l'illimité. Qui aurait dit il y a encore 25 ans que la Terre aurait des limites? Qui peut dire encore aujourd'hui que nous avons maintenant un problème avec l'eau, parce qu'il y a des limites à nos sources? Dire des choses comme ça peut paraître évidemment rabat-joie. Je peux apparaître comme quelqu'un de pessimiste en disant finalement, vous nous dites qu'il y a des limites en tout, du coup nous ne pouvons plus rien faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous nous sommes développés dans une logique de l'illimité. Je parlais du Brésil il y a un instant, ma visite à Brumadinho. Brumadinho, c'est un lieu où il y a eu une catastrophe minière il y a 1 an. D'ailleurs, je suis heureux de pouvoir les nommer, puisque ça fera 1 an le 25 janvier, où un barrage minier a rompu et a emporté 280 personnes. Dans ce lieu, qui est dans le Minas Gerais, qui est un état de mines au nord-est du Brésil, il y a des mines extrêmement riches. Mais il y a des mines avec des limites de la richesse. Nous avons construit des machines qui sont tellement fortes que finalement disparaissent des collines entières. Ce sont des mines à ciel ouvert. Et lorsque j'ai demandé à un ingénieur qui a eu la gentillesse de m'expliquer leur travail, nous parlions en espagnol parce que je ne parle pas portugais malheureusement, et il m'a dit mais nos machines sont tellement grandes et tellement fortes aujourd'hui que la colline que vous voyez ici n'existera plus dans 10 ans. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir continuer comme ça, sans limite? Et il m'a regardé et il m'a dit, je pense que vous posez la bonne question, mais pour l'instant, nous sommes dans le non-limite, nos limites. Et la machine a le pouvoir sur la nature. Le modèle technocratique du développement, c'est comme ça que parle le pape François dans Laudato Si, dans ce texte, dont je reparlerai dans un instant. Et la logique technologique avec laquelle nous avons grandi repose sur le toujours plus. Todavía más, on dit en espagnol, hein, toujours plus. Il y a des réserves. Nous pensons que les réserves sont sans limite. Réserves de pétrole, réserves d'eau, réserves de minerais, réserves de terre fertile. La terre s'épuise, notre terre s'épuise. Réserves de terre, réserves dans la terre. Et il y a encore des choses que nous pouvons encore produire et vendre. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est que beaucoup des besoins que nous prétendons honorer, satisfaire, sont des besoins que nous produisons parce qu'il faut produire des besoins pour pouvoir produire des produits et pour pouvoir consommer. La question est donc, la question du besoin humain est une question pour moi très intéressante. De quoi avons-nous vraiment besoin? Cette question, là encore,
peut apparaître comme une question très moralisatrice. Elle n'est pas moralisatrice pour moi, elle est vraiment fondamentale pour savoir de quoi nous avons besoin. Il y a de fortes chances que nous ayons besoin, par exemple, de produits frais, de bons produits. Et peut-être de produire moins de produits, par exemple agricoles ou alimentaires, et de produire de produits plus sains. Car les implications du développement sur la santé sont évidemment au cœur du débat. Il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à exploiter pour toujours plus d'argent, pour toujours plus de pouvoir, parce que notre grammaire, notre langage, c'est la grammaire de l'argent et du pouvoir. Évidemment, nous cherchons tous à avoir un tout petit peu plus de moyens, un tout petit peu plus de bénéfices, mais jusqu'où et faut-il avoir un peu plus? Ou peut-être apprendre à se contenter de moins. Le pape François dit moins et peut-être plus aujourd'hui. C'est provocateur de dire une chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il est contre la croissance, on lui a reproché souvent ça. Vous êtes donc contre la croissance. Il dit non, je suis pour une croissance maîtrisée, dans laquelle la sobriété, c'est-à-dire une certaine mesure dans notre consommation, une certaine mesure dans notre production de consommation, donnerait du sens à ce que nous produisons et donnerait du sens à notre manière de vivre. Penser une terre sans limite est une illusion. Notre terre a une limite. Et d'ailleurs, nous nous rendons compte de ça en passant d'un pays à un autre. Nous nous rendons compte de cela aussi lorsque les conséquences du réchauffement produisent des catastrophes. Personne n'est à l'abri de ces incidences du dérèglement climatique et du réchauffement. Penser une terre sans limite est une illusion. Il y a une limite à notre terre, il y a une limite aux ressources, il y a une limite à ce dont nous avons hérité, de ce que nous avons produit. Penser un avoir et un pouvoir sans limite est un danger. Au terme de cette logique du toujours plus, il y a l'épuisement. J'ai employé ce terme volontairement pour dire que ça n'est pas simplement un épuisement d'un modèle. Ma question n'est pas théorique. L'épuisement, c'est l'épuisement de nos corps. Si nous faisons l'expérience, un certain nombre d'entre nous, de la fatigue et d'un épuisement, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti pendant mes 10 années au Centre Léon Bérard, en accompagnant des personnes qui m'expliquaient qu'ils repoussaient toujours plus les limites de la fatigue. Si, je te mets des guillemets, quelqu'un m'a dit, j'ai toujours repoussé un peu plus loin les limites de la fatigue. C'était pour moi une phrase, je suis en train d'écrire des choses là-dessus parce que je trouve très important de transmettre ça. C'était pour moi une phrase terrible, parce que ça voulait dire que notre écologie de notre propre corps est en cause aussi. Notre santé est en cause. Notre manière de rencontrer, notre manière de regarder, notre manière d'apprécier la rencontre, notre manière d'être ensemble est en question aussi. L'épuisement nous guette. Pourquoi ce développement et cette illusion, entre guillemets illusion, nous ont-ils échappé? Parce que nous sommes les enfants dont les parents ont connu le manque. Il faut être modeste sur l'explication de tout ça. Je pense que nos parents ont connu le manque parce qu'ils ont connu la guerre ou parce qu'ils ont connu la difficulté de vivre. Et du coup, ils ont tous voulu, nos parents, nos grands-parents, que nous ayons plus. Ils ont tous voulu que nous fassions plus d'études. Ils ont tous voulu que nous puissions consommer plus, que nous ayons un tout petit peu plus d'argent. Et nous devons être reconnaissants à nos parents de nous avoir incités à être acteurs de ce développement. Plus, réussir, c'était avoir un peu plus, c'était avoir enfin un peu plus. Parce que l'économie libérale aussi, celle qui repose sur l'initiative individuelle de ceux qui peuvent investir, qui ont un peu d'argent, a été considérée comme le chemin du bien-être, ou du moins d'un meilleur être, individuel, familial, social. Cela nous a échappé aussi parce que l'éducation que nous avons reçue a privilégié le savoir et le savoir-faire et moins la relation. Il s'agissait d'être le premier de la classe, finalement. Mais parfois, le dernier de la classe avait quelque chose à dire. Pour avoir été enseignant aussi, un certain nombre d'années, 25 ans, à l'Université catholique, je peux dire que dans les étudiants, ceux qui m'intéressaient, ce n'étaient pas simplement les brillants. Et quand vous vous intéressez à ceux qui sont un peu moins brillants, vous découvrez des choses. Mais nous avons été incités
à produire toujours plus, nous aussi, dans notre éducation.